Alors bonsoir à tous, on va terminer le congrès d'une meilleure manière que ce début de soirée puisque voilà, on est éliminé, mais bon, David Clarinval, on va dépasser ça quand même. Mais oui, c'est triste et c'est dommage, mais voilà, il faudra en tirer les conséquences, mais en effet on va parler d'un autre sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de quitter comme ça cette Coupe du Monde. N'empêche qu'ils ont bien travaillé en deuxième mi-temps, d'après ce que j'ai vu. Hein. Oui, en effet. Je pense qu'on s'est refait, on s'est refait un peu de ferveur sur les dernières minutes ou les 40 dernières minutes, et donc on reprend espoir pour la suite. Yann ? Oui, tout à fait. On avait pas du tout vraiment du chance, mais... C'est comme ça, c'est à la... Non, pas eu de chance, oui. Alors, vous avez bien compris, je suis aujourd'hui entouré des meilleurs pour terminer ce congrès qui était un vrai succès avec près de 2000 participants. Alors, à mes côtés aujourd'hui, notre ministre de tutelle, vice-premier ministre, ministre des PME et des indépendants. C'est forcément donc quelque chose qui nous parle, puisque l'essentiel de nos professionnels sont des indépendants ou des petites entreprises. On va donc pouvoir parler un peu de la crise, de ce qui nous impacte, de ce que le gouvernement met en place, essayer un peu de décoder en fait l'action du gouvernement. Et puis, je vous propose de terminer avec... je dirais, des représentants du secteur, mon colistier, si je puis dire, Yann, comme co-vorsiteur de notre fondation, et le célèbre Gérard Delvaux, le président de l'Ordre des experts comptables, qui est particulièrement en forme ces derniers jours et qui aura des choses à partager avec nous, je pense. Enfin voilà, je commence la journée, je la termine avec vous. Voilà. Alors, David Clarinval, avant de démarrer ce débat, permettez-moi de revenir sur l'homme. Alors, qui est David Clarinval ? C'est bien sûr le ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique. Un sujet qui nous intéresse. Il est bourgmestre en titre de Bièvre. Il est né à Dinan, 1976, et il est diplômé de sciences économiques. Ça aussi, ça nous parle pour des professeurs économiques. Et de l'UCL. À 23 ans, il commence sa carrière politique en tant qu'attaché parlementaire au groupe MR du Parlement wallon. Depuis, on peut dire qu'il a fait du chemin. Il fut actif aussi au sein de l'entreprise familiale. Ça aussi, ça nous parle, puisque on aime parler entre entrepreneurs. Et son entrée, c'était en 2005. Il devient co-gérant en 2014 avec son frère et sa sœur, entreprise familiale. Ça aussi, ça nous parle. Bref, on a juste ce qu'il faut pour faire un bon débat. On se retrouve dans quelques secondes. Vous préférez la table de Noël à votre bureau ? Avec Bill2Box, gérez vos factures et paiements et partagez-les avec votre comptable. Simplifiez-vous l'administration en activant votre compte sur bill2box.be. Bill2Box. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné qu'on va parler de la crise, mais finalement, être ministre des classes moyennes, des indépendants, avec une kyrielle de crises qui s'empilent, c'est pas facile, ça. Non, il faut reconnaître que pour le ministre des Indépendants, mais surtout pour les indépendants et les entrepreneurs en Belgique, ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles. Vous avez eu, tout le monde s'en rappelle, cette crise du Covid qui a quand même asséché les trésoreries de pas mal d'entreprises. Et puis vous avez pour certaines régions, notamment dans la région de Liège, les inondations qui ont impacté aussi pas mal d'entreprises, qui ont été arrêtées dans leur activité, pour certaines qui avaient totalement disparu. Et puis vous avez la crise consécutive à la guerre en Ukraine. Alors d'abord une explosion des prix des matières premières,
que ce soit dans la construction, secteur que je connais bien, mais dans le secteur de l'agroalimentaire, les matières premières ont pris beaucoup d'importance au niveau des coûts de production. Et puis alors maintenant, l'énergie, évidemment, qui touche de manière transversale l'ensemble des secteurs. C'est une succession de crises qui sont arrivées très rapidement les unes derrière les autres et qui font que les entreprises qui avaient peu de réserves ou peu de solutions pour pouvoir réagir rapidement sont fortement impactées, sont dans des situations difficiles. Et donc, les perspectives sont pas non plus réjouissantes, puisqu'on voit que l'indexation des salaires arrive en janvier, avec un coût direct pour les entreprises qui n'ont pas encore eu des indexations intermédiaires. Et puis alors, vous avez les perspectives de croissance qui ne sont pas bonnes, les perspectives en termes de diminution de prix de l'énergie non plus ne sont pas enthousiasmantes. Donc, soyons de bon compte, ça n'est pas facile aujourd'hui, dans cette période, d'être indépendant ou d'être entrepreneur. Soyons conscients des difficultés qu'ils traversent, clairement. Est-ce qu'au niveau du gouvernement fédéral, on a mesuré finalement l'impact de ces trois crises, ou c'est difficile de faire ça ? Mais l'impact financier a été mesuré de manière assez précise pour ce qui concerne l'aide du Covid, oui. Puisque là, en 2020 et 2021, ce sont pas moins de 34 milliards d'euros qui ont été dépensés par l'ensemble des pouvoirs publics, régionaux et fédéraux, mais surtout fédéraux, 34 milliards d'euros. Tout pouvoir public confondu, c'est sans compter évidemment l'impact aussi sur l'économie qui a été, mais ce sont des montants très importants. Au niveau de la crise énergétique aujourd'hui, ce sont 6 milliards d'euros qui sont déjà sortis du budget fédéral. Soyons de bon compte, quasiment exclusivement pour les citoyens, très peu pour les entreprises, puisque là, à part le milliard d'euros en diminution de cotisation sociale et les aides indirectes que nous avons mises en place, le chômage temporaire, on y reviendra tout à l'heure, là les montants sont plus faibles. Donc les 6 milliards qui ont été mobilisés pour l'énergie sont principalement affectés pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Mais donc, si vous additionnez ces 6 milliards et les 34 autres milliards, oui. Ça nous fait 40 milliards d'euros qui ont été investis. Et sans compter, par exemple, les inondations pour la région wallonne, c'est un impact de plus de 2 milliards d'euros. Donc voilà, rapidement fait, qu'on est à plus de 40 milliards d'euros en 2 ans pour faire face aux crises qui se sont succédées. C'est colossal. Dans un État fédéral où finalement chacun doit prendre sa part de responsabilité, est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'on a le sentiment que les régions et l'État fédéral peuvent chacun contribuer intelligemment dans cette assistance, où parfois on sent qu'il y a des difficultés ? Je suis ministre des réformes institutionnelles, donc je n'ai pas peur d'évaluer les choses et d'essayer d'en tirer les conséquences pour améliorer le système. Et c'est vrai que la crise du Covid, par exemple, a mis quand même clairement sous la table des problèmes de coordination, même parfois des problèmes de répartition de compétences. On a dû travailler avec un Codeco, un comité de concertation en permanence, parce qu'il fallait constamment que les gouvernements se réunissent pour se coordonner et tenter de se répartir les tâches. Quand on voit par exemple que c'est les militaires qui à un moment donné ont dû intervenir dans les maisons de repos, on se dit que peut-être là il y avait des choses à améliorer. Et donc ça n'a pas été parfait, loin de là, même s'il y avait une bonne volonté partagée de l'ensemble des forces politiques autour de la table. Donc le résultat est ce qu'il est. On peut quand même constater qu'il y a eu peu, sur le Covid en tout cas, peu d'entreprises ont dû fermer leurs portes. Il y a eu je pense, on a sauvé les meubles, mais par contre, au niveau de l'énergie, c'est un peu plus compliqué, il faut le reconnaître. Pourquoi ? Parce que, c'est triste à dire, mais l'épidémie, en fait, oui. Vous aviez des secteurs qui étaient impactés, on fermait le secteur, on aidait donc le secteur.
c'était assez ciblé comme l'énergie. En fait, tout le monde est général. impacté. Oui. Mais tout le monde est impacté de différentes manières. Oui, oui. Certaines entreprises sont énergivores, d'autres le sont moins, mais par contre ne peuvent pas répercuter leurs coûts de production dans leur prix de vente. Donc il y a vraiment des difficultés qui sont appréciées de manière différente et donc nécessité d'agir de manière plus ciblée, plus différenciée, mais c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui les aides régionales n'ont toujours pas été versées, ni en région wallonne, ni en région flamande, ni à Bruxelles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que les aides fédérales qui sont mises en place. On annonce les aides régionales au mois de mars. Donc, les entreprises peuvent légitimement se dire qu'il y a un peu de retard dans le calibrage des aides régionales. Et rappelons que les aides régionales, ce sont les aides directes, c'est-à-dire la prise en charge financière directe des factures, tandis que les aides indirectes, chômage, droit passerelle, ce sont les aides fédérales. Donc oui, je pense que tout le monde est conscient de la difficulté, mais la réalité institutionnelle de notre pays n'est pas la plus facile pour permettre de réagir rapidement. Gérard Delvaux, oui, les professions économiques sont là pour aider les entreprises. Absolument. On craint quand même Absolument. l'impact. Ce matin, je rappelais, disons, que notre profession est quand même un peu malmenée, disons, d'une manière générale pour l'instant, et depuis quelques années, en tout cas, à contrario, disons, de ce qu'elle devrait l'être grâce aux moyens techniques dont nous connaissons, puisque l'informatisation, disons, est là, bien aujourd'hui, la plupart, disons, des fiduciaires, je représente quand même plus de 1500 experts comptables, disons, francophones, donc la plupart des fiduciaires sont à mal, dû au fait qu'on les charge de plus en plus, disons, de contraintes administratives, et ces contraintes administratives ont finalement pour finalité d'écarter, disons, les experts comptables de leur mission essentielle, qui est le conseil, disons, à l'entreprise. Parce que, en fait, si on se rappelle, la comptabilité, telle qu'elle est, c'est un outil de gestion, normalement. Un outil de gestion mis à la disposition, évidemment, de l'expert comptable. Outil de gestion a posteriori de manière historique, mais également permettant, disons, d'établir les budgets, de voir les prévisions et de donner le meilleur conseil, finalement, à l'entreprise. Or, aujourd'hui, on est absorbé par une multitude, disons, de charges administratives. Je pense à l'UBO et à d'autres, et on l'a rappelé encore ce matin avec Madame Margen, et de charges fiscales, où la fiscalité, disons, est quand même complexe. Elle est insécurisante, disons, à beaucoup d'égards, que d'autre part, malgré ce que les cabinets d'experts comptables veulent faire, ben, ils sont toujours en dernier lieu, finalement, et en dernier lieu, et ils ratent leur mission parce que la comptabilité, maintenant, ce n'est plus qu'un objet, disons, de fiscalité, plus qu'un objet de conseil à l'entreprise. Or, le conseil, nous en avons besoin, et demain encore plus qu'aujourd'hui, parce que avec la crise dont vous venez d'évoquer, disons, les éléments essentiels, bien forcément, notre mission va être de donner des conseils, disons, à l'entreprise, des conseils à tout point de vue. Vous travaillez aussi sur un réseau qui s'appelle CAP et qui est un réseau Absolument. pour les entreprises en difficulté. Pour la continuité, l'accompagnement et la prévention, nous avions créé ça en 2009, suite à la réforme, disons, du Concordat, qui ne marchait absolument pas en Belgique, puisque la dernière année, il y avait eu 78 Concordats, disons, sur toute la Belgique. On a créé ça avec Alain Zenner, de manière telle à pouvoir donner quelque part un enseignement aux tribunaux aussi, et qu'il y ait plus, disons, d'entreprises qui fassent appel à cette loi, disons, de l'insolvabilité, qui présente pas mal, disons, d'avantages, puisqu'elle permet à l'entreprise de souffler lorsqu'elle est en crise. Évidemment, il faut jouer le jeu correctement, mais avec les trois visions, disons, les trois volets, en tout cas,
disons, de cette nouvelle législation de 2009, qui sont toujours d'actualité et que j'espère vont rester pour les PME telles quelles. En tout cas, c'est le vœu, disons, du gouvernement de laisser, disons, l'accord collectif, tout d'abord l'accord amiable, l'accord collectif, et ensuite le transfert d'entreprise pour les PME d'une manière plus simplifiée que ce que le projet de loi qui va passer, disons, d'un moment à l'autre, donne pour les plus grandes entreprises. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que nous avons eu tout de suite un engouement et disons qu'une centaine d'entreprises déposaient, au lieu de 78, disons, sur un an, une centaine d'entreprises par mois, pendant toute une période, ont demandé une procédure en réorganisation judiciaire. Alors là, la profession joue un rôle essentiel, me semble-t-il, et primordial, parce que, en fait, lorsqu'une entreprise se trouve en difficulté, la première chose, c'est de faire le diagnostic. Et le diagnostic, il n'y a vraiment que l'expert comptable, ou bien le reviseur d'entreprise, j'ai les deux casquettes, donc je ménage, disons, aussi la profession de reviseur, mais l'expert comptable, disons, est le seul qui puisse donner un diagnostic fiable en fonction des chiffres. Hein, pourquoi ? Parce qu'il est inutile de prolonger aussi fictivement, disons, la vie d'une entreprise s'il n'y a plus rien à faire au niveau de son activité. Ça coûte cher à la collectivité également. Et dans plusieurs cas, j'ai été confronté, disons, à la chose en tant que mandataire de justice où on prolongeait parce que, bon, il y avait de l'emploi peut-être, mais disons que là, il faut prendre des décisions tout à fait sérieuses en la matière. Alors, cette procédure est quelque chose, disons, d'intéressant, puisque si elle est bien jouée par les différents acteurs, bien, l'expert comptable a un rôle essentiel de diagnostic avec toute sa technicité. Hein, donc, et là, je dirais que la comptabilité redevient un élément, disons, et un outil certainement, disons, efficace, hein, pour pouvoir donner le diagnostic et le bon diagnostic. Et donc, si on comprend bien, un message peut-être, c'est que, mais on aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission, le souci aujourd'hui de la profession, c'est de garder du temps pour l'essentiel. Absolument. Un temps qu'elle ne semble pas pouvoir mesurer et contenir parce qu'elle se sent harcelée par toute une série de procédures ou de réalités qui nous dépassent, et dont une symbolique qui est le délai qui la rend finalement schizophrénique par rapport à quelque chose qui est accessoire et qui stresse et qui frustre tout le monde, mais on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je propose aussi, puisque là on est dans l'échange, c'est l'objectif de cet échange, est-ce que vous pourriez revenir dans le cadre de la crise sur ce que vous avez porté au niveau du gouvernement pour apporter une série de solutions dans le cadre de cette crise énergétique? Mais tout à fait, mais avant de rappeler ça, simplement dire que je suis tout à fait conscient du rôle de conseil, étant moi-même entrepreneur à la base, donc j'ai à la fois pu bénéficier des services de comptable, d'aide comptable et de réviseur d'entreprise, donc je suis parfaitement au courant et je mesure vraiment la charge de travail qui est sur leurs épaules, mais on en reviendra tout à l'heure, notamment avec le rôle également du fait que vous êtes aussi, il faut le souligner, quand même notre organe de tutelle bien quelque sûr, part. Donc, en effet. Il est évident que là, j'ai peut-être un souhait, disons, à vous donner. Hein, donc, en ce qui concerne les normes, on nous abreuve de plus en plus, disons, de normes. Il y a évidemment votre collègue aussi pour la profession, M. Derman, oui. hein, donc, qui est également partagé avec vous à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a un dérapage quand même, là, au niveau des normes, parce qu'on veut normer tout d'une manière internationale, et on devient dans la forme plutôt que dans le fond. Et alors, ça prend un temps infini, et je crois que d'une manière pragmatique, on devrait se rendre compte, disons que ça prend un temps infini pour les cabinets d'une manière générale et pour l'expert comptable externe. Il est évident qu'il faut un cadre, qu'il faut des normes. Et pour l'expert comptable comme pour le reviseur d'entreprise, les normes
sont une loi, donc on doit respecter, disons, cette loi. Nous avons des missions, disons, qui sont des missions, évidemment, contractuelles, des missions conventionnelles, mais également des missions légales. Et je peux comprendre qu'il y a des normes, j'étais un des premiers à pouvoir écrire, disons, ces normes, mais un excès de normes tue également, finalement, la réalité, disons, des choses. Et je viens encore de vivre une expérience, disons, pratique, hein, si je peux dire, comme mandataire de justice à ce moment-là, dans le cadre d'une entreprise assez importante, où là j'ai constaté que, finalement, les bilans ne sont pas tout à fait corrects, et depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Et je crois que je ne jette pas la pierre, disons, à mon confrère reviseur d'entreprise, qui certainement appliquait les normes. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit plus la forme aujourd'hui que le fond. Or, c'est pas ça. Et vous êtes demandeur d'avoir un conseil, disons, de fond et un vrai conseil. Alors là, ça mange un temps infini au niveau, disons, d'un cabinet, que ce soit un cabinet de reviseur ou bien d'expert comptable. Est-ce pour éliminer peut-être les petits cabinets ? Ça, c'est possible aussi qu'il y a quelque part une volonté, disons, dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut aller dans le fond des choses, et c'est la première chose. Le diagnostic, d'ailleurs, hein, c'est d'aller rapidement dans le fond des choses et pas dans la forme quelque part. Et c'est un peu partout, hein, c'est un peu général, ça. Je propose on va y revenir, oui. Mais je propose quand même de poursuivre un peu le débat, parce qu'on est aussi ici pour, je dirais, je ne sais pas transmettre les bonnes nouvelles, mais en tout cas de rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la crise énergétique. Hein, nos professionnels sont là pour transmettre des informations et aussi répondre à un tas de questions qui leur sont soumises. Et parfois on s'y perd dans le dispositif, parce que le Covid a été inondé de dispositifs. Oui. Certaines reviennent, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Exactement. Est-ce qu'on peut un peu les retracer ? Mais donc, en effet, dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec mes collègues d'Hermann et de Blicker, nous avons souhaité mettre en place la Task Force Ukraine, parce qu'on a vite compris qu'il y aurait des difficultés pour les entreprises. Cette Task Force Ukraine, que j'ai pilotée à partir du mois d'avril, a remis sur la table 25 mesures, sur la table du Cairn au mois de juin. Mais soyons de bon compte, quand je suis arrivé avec ces conclusions au mois de juin, mes collègues n'étaient pas vraiment sensibles à la question. Ils me disaient « Clarinval, t'es un peu défaitiste, t'es un peu pessimiste, ça ne va pas si mal que ça. » Donc, dans un premier temps, mon rapport a été mis au frigo. Et c'est seulement au mois d'août, quand les prix ont vraiment explosé au niveau de l'énergie, que là, ils ont ressorti mon rapport du frigo. Et 12 mesures ont été reprises des 25 que j'avais déposées. Et elles sont encore d'application jusqu'au mois de mars. Les principales, vous les connaissez, le chômage temporaire, qui a été remixé par Pierre-Yves Dermagne, puisqu'en fait, certains éléments ont été un peu plus stricts, volontairement. Vous avez le droit passerelle qu'on appelait Ukraine, mais qui est aussi en fait énergie, c'est-à-dire que certains indépendants sont dans des situations tellement difficiles aujourd'hui qu'il est possible pour eux de fermer pendant une certaine période, le temps que les prix rediminuent. Et donc, c'est assez effrayant de se dire que l'on prévoit ce genre de dispositif, mais malheureusement, il est utilisé par certains, puisque certains boulangers, même dans ma région, ont préféré fermer leurs portes un mois plutôt que de travailler à perte. Hein. Mais alors, il y a des mécanismes de report de cotisation, de diminution de cotisation sociale, des mesures de flexibilité, de paiement d'étalement, que ce soit avec l'ONSS, que ce soit au niveau fiscal. Le conseil que j'ai donné à beaucoup d'indépendants qui m'ont contacté, c'est évidemment de passer via leur comptable pour demander auprès de l'ONSS, de l'INASTI, auprès du fisc, de SPF Finance, soit des reports, soit des plans d'étalement, pour pouvoir avoir quelques flexibilités
et on espère dans le temps pouvoir récupérer des prix qui permettront de faire face à ces différentes obligations. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des mesures qui sont indirectes, puisque ce que l'on attend, ce sont des aides directes de prise en charge des coûts énergétiques, même s'il ne faut pas non plus promettre des choses que l'on ne pourra pas faire. On ne pourra pas prendre en charge la totalité des augmentations, et donc au niveau régional, ce qui est prévu de faire, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce ne serait pas avant le mois de mars, c'est une prise en charge d'un tiers de ce qui excède le double de la facture annuelle. Donc vous avez une facture qui équivaut à 100% sur une base annuelle, elle est doublée à 200%, les régions paieront un tiers de ce qui est au-dessus de 200%. Donc c'est bien, mais ce n'est pas encore la panacée. Donc il ne faut pas non plus espérer. Les finances des régions sont aussi dans des situations difficiles. Et alors pour le moment, je suis en train de négocier avec les fournisseurs, mais ça, ce sont des mesures qui ne sont pas encore prises. C'est une forme de moratoire sur les coupures pour que vraiment les fournisseurs permettent aux indépendants et aux entreprises de rembourser sans être confrontés à une coupure d'énergie, parce que aujourd'hui, certains indépendants ont de manière un peu brutale, sans négociation, interrompu les paiements de leurs factures d'énergie ou ont plafonné. Et ça, c'est dangereux, parce que à un moment donné, le fournisseur, s'il n'a pas autorisé ce comportement, il peut couper l'énergie. Oui, et donc, ce serait un drame pour certaines entreprises de subitement. Donc, passer par des cadres reconnus en utilisant des mécanismes d'étalement officiels plutôt que de se faire justice soi-même, si je puis dire, en diminuant de manière unilatérale les paiements qui sont demandés. Ça, c'est fondamental. Alors évidemment, on aimerait bien qu'il y ait d'autres mesures, mais ça ne dépend pas nécessairement de notre niveau. Le plafonnement des prix, certains pays l'ont fait, en France, en Espagne, avec des mécanismes qui sont différents. Au niveau belge, vu les finances et vu les budgets, il n'a pas été prévu de faire un plafonnement au niveau belge. C'est une demande que l'on demande au niveau européen, mais on a vu récemment que le plafonnement proposé par l'Europe est à un niveau tel qu'il n'interviendra que dans des cas très extrêmes. Donc, on craint que la solution ne vienne pas de ce côté-là non plus. Dès lors, ce que l'on constate, et ça on peut s'en réjouir, c'est que le prix du gaz et le prix de l'électricité, mais de manière un peu moins forte, sur le marché de gros, ont diminué. Et même au niveau du baril, on a aussi des diminutions. On sait que le dollar étant fort, cela compense malheureusement les gains que l'on a pu obtenir avec un baril faible. Mais en tout cas, on voit quand même que pour le moment, et croisons les doigts qu'il n'y ait pas de nouveaux incidents sur le plan géopolitique, mais croisons les doigts pour que ça reste comme cela, on voit qu'il y a une diminution, et ça commence à se traduire dans les tarifs. Vous savez que les tarifs pour le gaz sont soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels, et par exemple les tarifs mensuels, on voit que les prix ont quand même fortement diminué au mois d'octobre et au mois de novembre, espérons que cela continue en décembre. Pour l'électricité, c'est un peu plus compliqué, puisque là, on voit que le prix diminue, mais plus lentement, avec un effet retard. Mais de manière structurelle, on se retrouve quand même avec des prix qui sont le double de ce que l'on payait avant la guerre. Donc il ne faut pas rêver qu'à court terme, on redescende à des prix d'avant-guerre. Mais en tout cas, on a sorti des sommets qui avaient été atteints au niveau du mois d'août. Alors un autre élément, mais qui est plus politique, c'est que, outre travailler sur les prix, il faut aussi travailler sur la quantité. La loi du marché, il y a aussi la quantité. Et donc, cette quantité, au niveau de l'énergie électrique, en tout cas, en Belgique, eh bien, nous avons un débat qui est présent, et qui est en fait le maintien de capacité de production d'électricité propre nucléaire. Et donc, c'est clair qu'on a fermé une centrale nucléaire le mois dernier. Il est prévu d'en fermer une autre au mois de mars. Ça n'est pas nécessairement de bonne gestion que de fermer des outils qui sont prolongeables, qui produisent de l'énergie bon marché, sans CO2 et de manière constante.
et de finalement se rendre dépendant du gaz ou d'énergie verte, qui est évidemment importante, mais qui aujourd'hui est totalement insuffisante que pour couvrir nos besoins et qui surtout est intermittente. Et donc, ce débat-là est plus politique, mais on ne peut pas l'éviter parce que ça a un impact sur les prix et ça a donc un impact sur la compétitivité de nos entreprises. L'Europe a décidé de se passer de gaz de schiste, c'est un choix, principe de précaution, ok, mais aujourd'hui, on importe du gaz de schiste américain, qui fait que les États-Unis ont des prix de production qui sont nettement inférieurs aux nôtres grâce à ce gaz de schiste américain. Donc, il faut être conscient que c'est aussi des choix politiques qui sont pris au niveau européen, mais au niveau belge aussi, qui ont un impact sur les prix et donc sur la compétitivité de nos entreprises. Tout est dans tout. Ben, on a pensé supprimer, disons, le nucléaire, mais on en a absolument besoin. Et de plus, je ne comprends pas, on pousse, disons, les voitures électriques aujourd'hui. Comment va-t-on faire? On va plus savoir rouler, alors. Et c'est clair que Moi, j'ai posé la question au Cairn quand... on a décidé de transformer le parc des voitures de société. Nous, on voulait maintenir des voitures de société, d'autres partis voulaient les supprimer. Le compromis politique a été que l'on gardait le mécanisme. Donc ça réjouissait mon parti en particulier. Mais le compromis que nous avons fait, c'était de dire, ok, mais alors on va verdir le parc. Verdir, en Europe, c'est malheureux, mais ça veut dire électrifier. Or, il y a moyen de verdir de d'autres manières. C'est ça qui est un peu, parfois, difficile à comprendre, c'est que moi, je trouve que ce n'est pas le politique qui doit choisir les technologies. C'est la technologie qui doit s'imposer. Les technologies propres peuvent être autres qu'électriques, parce que vous avez tout à fait raison. Nous diminuons nos capacités de production, mais on augmente notre consommation. Vous avez justement cité les voitures de société, mais aujourd'hui, avec l'idée qui est sur la table de diminuer la TVA sur l'électricité, mais d'augmenter les accises, c'est un des projets du ministre des Finances, avec l'idée de dire on va accroître les accises sur les gros consommateurs et diminuer sur les petits. Un coup d'œil. Oui, mais ça veut dire qu'il va y avoir des incitants aussi à aller vers plus d'électricité. Ah oui, ça, c'est clair. Et donc, là aussi, même pour le chauffage, on va utiliser plus d'électricité. Donc, le débat sur la quantité est aussi important que sur le prix. Absolument. Bien, faisons un petit stop maintenant sur la réforme fiscale. Vous savez que notre profession aime la fiscalité. Quand on fait une formation fiscale, c'est toujours celle-là qui a le plus de succès. Et donc, quand on parle de réforme fiscale, tous nos auditeurs sont éveillés. Alors, sur cette réforme fiscale, qu'est-ce que David Clarinval, vice-premier ministre dans ce gouvernement, souhaite promouvoir? Alors, bon, je n'ai pas l'habitude d'avoir une langue de bois, donc je vais parler clairement. Et je parle pour mon parti ici, puisqu'il n'y a pas encore de décisions au niveau du gouvernement qui sont prises. L'accord du gouvernement, il dit que le gouvernement préparera une réforme fiscale. Ça veut dire que la réforme fiscale, théoriquement, elle ne sera pas décidée par ce gouvernement, elle sera préparée pour le suivant. 2024. C'est important, parce que aujourd'hui, on voit que plusieurs partis veulent une réforme fiscale, mais ce n'est pas l'accord qui a été convenu entre nous quand on a composé ce gouvernement. Première précaution. Deuxième précaution, en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait demandeurs de diminuer les coûts, la pression fiscale qui pèse sur le travail. C'est évident qu'aujourd'hui, en Belgique, le travail coûte trop cher et le handicap salarial que l'on a vis-à-vis de nos voisins devient vraiment préoccupant et la voie fiscale est une des possibilités. Il y a aussi les cotisations sociales, mais la voie fiscale peut être une possibilité pour répondre à cela, encourager les gens à pouvoir travailler en les récompensant en plus de par des diminutions d'impôts sur le travail. Et certainement pour les plus bas salaires. Certainement parce que on voit que dans les tranches les plus basses, il y a un piège à l'emploi. On a finalement, et malheureusement on le constate tous les jours, vous avez dit que j'ai été bourgmestre en effet pendant 20 ans, dans le CPS de ma commune, récemment, une assistante sociale m'expliquait, David, regarde, on a fait le calcul pour monsieur X, eh bien, il a une proposition d'emploi, eh bien, on a regardé, il n'a pas intérêt
financièrement à travailler. Donc, tout homme maximise ses profits, à un moment donné, ça devient impossible à comprendre cela. Donc il faut régler ça. Et ça, je crois qu'il y a un consensus sur cet objectif. Par contre, là où nous avons des difficultés avec l'épure budgétaire qui a été proposée par le ministre des Finances, c'est qu'elle n'est pas chiffrée, donc c'est difficile à nous de nous prononcer aujourd'hui, mais c'est surtout que les pistes donc, en fait, le ministre des Finances parle d'un shift. Donc, un shift, c'est un glissement. Ça veut dire que on allège la charge d'un côté, mais on la fait prendre par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas un cut. Nous, ce qu'on veut, c'est un cut fiscal. C'est-à-dire qu'on diminue les impôts, mais on ne la fait pas transférer sur les épaules d'un autre. Sinon, Et on pense qu'il y a moyen de faire une diminution des impôts sur le travail, parce qu'avec les effets retours que cela aura, l'incitation à reprendre le travail, on aura moins de charges au niveau de l'ONEM, et on pourra, au contraire, engager des recettes sur les nouvelles personnes qui travaillent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est d'abord un cut fiscal et pas un shift. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a peu de partis autour de la table qui sont d'accord avec cette idée de faire un cut fiscal. Certains disent qu'on pourra faire une partie en cut et l'autre partie en shift. Donc espérons que ce soit cette piste-là qui soit traduite. Mais la partie qui va shifter, pour nous, c'est impossible d'imaginer que cette partie soit transposée sur les épaules des entreprises. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui est prévu dans les purs. Malheureusement, on va augmenter le salaire poche des travailleurs, mais on veut supprimer, par exemple, des niches fiscales telles que les voitures de société, telles que des aides pour les pensions du second pilier, telles que d'autres niches qui sont en fin de compte, même certaines niches au niveau de la recherche. Et donc, pour nous, c'est inimaginable que ce soit de la fiscalité immobilière. Donc c'est inimaginable que ce soit les entreprises qui payent la diminution fiscale qui sera octroyée aux travailleurs. Donc, oui, pour diminuer l'impôt sur les gens qui travaillent, mais non à le shifter sur les entreprises. À titre anecdotique, nous avons fait un débat ce midi avec, je pense, 4 des plus éminents fiscalistes francophones, et je leur ai demandé de coter la réforme telle qu'elle est sur la table, et on a obtenu 6 sur 20 avec la moyenne. Donc ça vous donne un indicateur. Bon, il y en a qui ont donné 1, il y en a qui ont donné 10. Donné en disant je ne mets jamais 0. Mais donc c'est juste un indicateur, mais c'est quand même intéressant. Et on a d'ailleurs réfléchi à l'échelle du secteur, et on dit qu'on va peut-être essayer de vous donner quelques propositions, parce que quelque part c'est aussi de notre devoir et de nos obligations de vous alimenter autrement que simplement par le circuit académique, puisque cette note est d'inspiration académique, et Dieu sait, comme nous les aimons bien les académiciens, puisque beaucoup d'entre eux, de ces professeurs, sont nos amis et sont sur nos plateaux, mais nous pensons aussi que les praticiens du droit et de l'économie et de la comptabilité sont de fine inspiration, parce que nous sommes au quotidien confrontés à des choses farfelues, et que donc, pourquoi ne pas apporter les réponses aux choses farfelues au travers de nos propositions, n'est-ce pas Yann? Oui, absolument. Oui, d'ailleurs l'ordre que je représente avait déjà donné à peu près 20 propositions que nous avons envoyées aux parlementaires, de manière telle à relayer, disons, ces propositions, avec justement certains fiscalistes, disons, automatiquement, vous avez cité tout à l'heure. Donc là, je pense qu'il y a quand même matière à faire, tant pour la réforme fiscale que pour notre profession aussi, parce que nous sommes confrontés aujourd'hui, finalement, à des délais, disons, relativement, disons, courts, en fonction des bugs informatiques, en fonction du fait qu'on reçoit les informations quelque part d'une manière tardive, que la simplification administrative voulue par le législateur et même par le ministre, puisque tu as été chef de cabinet d'ailleurs dans ce cadre-là,
Je dirais que la simplification administrative aujourd'hui est quand même une complication administrative, et là je pense qu'il faudra se poser quand même aussi sur la question de manière à simplifier les choses. Au point de vue fiscal, ne fût-ce que les dépenses de la mise au niveau, disons, des véhicules, c'est quelque chose de catastrophique et qui prend un temps infini et qui, à mon avis, ne rapporte pas finalement à l'État ce qui devrait rapporter si on le faisait d'une manière plus simple. Donc là, on a un vœu, en tout cas au niveau de la profession, parce qu'il y a un accord qui a été signé avec l'ITA. Donc l'ITA, c'est l'organe finalement de surveillance. Nous sommes plutôt les défenseurs, disons, de la profession. Donc l'ordre est plutôt la défense, disons, de la profession. L'ITA est l'organe de surveillance, comme vous le savez. Mais il a été signé avec M. Van Petegem un accord pour des délais quelque part. Je pense que les délais ne seront, à mon avis, pas respectés si on ne modifie pas fondamentalement les causes. Et les causes, c'est quoi? Elles sont multiples. Elles sont tout d'abord généralement d'intérêt budgétaire. Et là, on est beaucoup trop tard, disons, dans les renseignements à devoir donner aux entreprises et à légiférer, disons, sur ces impératifs, disons, budgétaires, mais également des renseignements tardifs de la part de l'administration et moins de collaboration. Aujourd'hui, je pense que la plupart des cabinets nous relayent qu'il y a de moins en moins de collaboration avec l'administration fiscale, dans le sens que aujourd'hui on n'est plus que des numéros et on envoie ça par correspondance et on n'est pas écouté. Donc là, il devrait y avoir un respect beaucoup plus important, me semble-t-il, pour la profession. Du temps où j'étais, comment vais-je dire, président de l'Institut, nous avions quand même des réunions, disons, fréquentes avec l'administration fiscale, de manière à avoir une collaboration, pas que nous faisions de la délation, ça certainement pas, mais une collaboration, disons, accrue, de manière à ce que les choses se passent correctement. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, disons, on a fait fi, en tout cas, d'une grande partie, comme la formation des fonctionnaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation, disons, de fonctionnaires, donc ils sont ciblés dans un carcan, et finalement ne comprennent pas toujours l'entièreté, disons, des choses. Il me semble qu'il y a quand même un travail de fond aussi à devoir faire. Et puisque vous êtes au gouvernement, vous pouvez certainement, disons, appuyer cela. Et nous sommes à votre disposition, en tout cas, pour pouvoir veiller à ce que ça se passe bien et que nous sommes preneurs, disons, de conseils également à donner. On les prend, bien on ne les prend pas, évidemment, mais je crois que ce serait indispensable. Et c'est important, je pense, que notre ministre de tutelle, d'une part, mais également le ministre des indépendants et des PME, soit le premier à comprendre. Après ces crises, il faut bien reconnaître que ça n'a jamais existé dans l'histoire de la Belgique, autant de crises en si peu de temps. Et donc forcément, les conseillers, comme je dis toujours, nous sommes les médecins de la petite économie. Ouais. Donc les conseillers de cette petite économie, ils ont considérablement souffert, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que tous ces dispositifs d'aide, il a fallu les mettre en place. Et qui les a mis en place? C'est notre secteur. C'est notre secteur qui a aidé ces indépendants et ces entreprises à dépasser la crise. Et donc, au bout du compte, comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de défendre une modification du délai qui est simplement pour le secteur un souffle d'air? C'est une période durant laquelle on autorise des mandataires à travailler jusqu'au 30 octobre parce que tout simplement la pression sur le travail est considérable. Et donc c'est simplement finalement une reconnaissance relative de ces efforts. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer remettre en cause ce façon cynique entre le ministre des Finances et un institut qui se dit représenter nos intérêts? Comment est-ce que cela est possible aux yeux et à la barbe
de tous nos professionnels qui ont fini une saison 2022 sur les genoux. Franchement, je n'ai que 25 ans d'expérience et de retour sur la profession. Gérard en a plusieurs dizaines. Nous n'avons jamais connu une année 2022 et un état de bien-être du secteur aussi catastrophique. Et donc aujourd'hui, bien sûr qu'on se rebelle clairement, et Yann nous aide du côté néerlandophone, on se rebelle contre tout simplement une injustice. Et je pense, et c'est peut-être là aussi au ministre de tutelle qu'on dit, peut-être qu'il faudrait rappeler à l'État que son rôle, c'est de réguler et pas de s'occuper des délais des professionnels, parce que les professionnels, ils travaillent. Et si vous pouvez travailler plus vite, ils le feraient. Oui, et puis, comme je le disais tout à l'heure, on est au monde, disons, de l'informatisation aujourd'hui. Et si vous prenez il y a une dizaine d'années, on arrivait à combler les délais alors que tout était fait, disons, sur papier. Pourquoi bugs informatiques et autres, complications, disons, de la déclaration fiscale, législation tardive, instruction, disons, tardive, toute une série, disons, d'éléments qui font que nos collaborateurs sont vraiment découragés. Je parlais encore à un collaborateur, disons, de mon cabinet, et elle me disait, l'année prochaine, moi je ne refais plus une saison comme ça. Donc vraiment découragé, et à tel point que la jeunesse ne veut plus aujourd'hui faire notre métier. Alors que, moi je le fais presque depuis maintenant, en tout cas comme reviseur depuis plus de 40 ans, et comme expert comptable depuis plus longtemps encore, et bien... toujours avec passion, mais les jeunes aujourd'hui ne sont plus attirés par notre profession parce qu'elle devient une profession administrative et pour des besoins fiscaux. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, nous sommes là pour donner des conseils, mais des conseils de gestion également. Mais donc, vous savez que cette année, j'ai été interpellé par des comptables qui étaient en effet dans cette situation de souffrance, parce que les délais étaient tellement courts et les situations étaient tellement difficiles que... et donc, c'est à ce titre-là que je suis intervenu pour demander au ministre des Finances de revoir sa décision et d'octroyer des délais supplémentaires. Il l'a entendu, mais il a en effet dit que ce serait la dernière fois. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. Ouais. Il ne faut pas accepter cette révision-là et il faut continuer à battre le fer. Donc moi, en tout cas, en tant que ministre de tutelle, c'est avec plaisir que je relayerai vos desiderata en cette matière. Et je l'ai fait à l'époque parce que c'était urgent de le faire. Il fallait. Et j'ai bien compris que les relations étaient quand même parfois difficiles avec l'administration. Mais je pense que l'ITA était aussi demandeur pour pouvoir prolonger. Il était aussi demandeur. Mais les conséquences financières pour les cabinets sont importantes, avec tous les bugs, etc. Donc, tous les jours, moi, je reçois, en tant que, président de l'ordre, des récriminations, disons, de la part de nos membres, parce que, en disant, voilà, on a passé autant d'heures à essayer, disons, de se connecter, et ça va pas. Évidemment, ça, c'est inacceptable. On ne peut pas demander de réaliser des choses à des partenaires qu'on n'est pas soi-même en train de pouvoir capable alors de faire. Nous continuerons le combat parce que c'est un réel combat et nous continuerons, disons, le dialogue bien sûr, mais le combat pour essayer d'arriver à quelque chose. Parce que c'est aussi inacceptable finalement d'arriver au mois d'octobre avec des déclarations fiscales. Si tout se passait bien, je pense qu'au mois de juin, tout serait terminé comme ça se faisait, disons, antérieurement. Mais il faut revoir fondamentalement les motifs pour lesquels il y a ce retard, et il ne faut pas non plus déporter la responsabilité, disons, sur les cabinets d'experts comptables. C'est pas les cabinets d'experts comptables généralement qui sont responsables, disons, de ce retard. Et ce serait tellement simple de donner un accord préalable plutôt que d'attendre la période de crise extrême, comme ça se fait de façon répétée ces derniers temps, pour donner un délai qui de toute façon, techniquement et matériellement aujourd'hui, est simplement impossible. Et donc,
nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas harmonieusement, dans le dialogue, dans la compréhension, obtenir quelque chose qui n'est que finalement raisonnable. Ben évidemment, mais je Et en partage tout cas, tout à vous fait remercie votre opinion. parce que je sais que vous agissez, on s'est déjà parlé d'ailleurs dans ce sens-là, et je sais que vous agissez pour pouvoir, disons, améliorer certainement les choses. Et en tout cas, les débats que nous avons seront relayés, disons, certainement, en tout cas à l'ordre, nous relayerons, disons, ces débats auprès de nos membres de manière telle à montrer également que on dialogue quand même avec la politique et que la politique, certains politiciens en tout cas, nous comprennent. Mais vous pouvez compter sur moi et je suis vraiment à votre disposition. Bien, eh bien, on arrive déjà au terme de cette émission. On a donc été ravis de vous accueillir, aussi ravis de comprendre qu'on peut construire des choses avec le monde politique et on peut être entendu. Je pense que c'est très important pour nos professionnels parce qu'ils sont parfois désespérés. Ils pensent tout simplement que ce n'est pas possible. Nous pensons que c'est possible. C'est possible, Gérard. C'est possible, Yann. Absoluut mogelijk. Allez, parfait. On vous donne rendez-vous très bientôt. Vous savez que le forum, ça continue, non pas simplement une fois par an, mais ça continue tout le temps. Nous avons des émissions chaque semaine. Nous avons des formations chaque semaine dans les 2 langues. Je voudrais remercier en cette fin de congrès toutes nos équipes. Elles ont été exceptionnelles. Stéphane et toute l'équipe, je dirais, du forum. Stéphane et toute l'équipe du studio. Et puis, toutes nos équipes informatiques. Ils étaient quand même une vingtaine derrière, je dirais, leur machine pour assurer une journée aujourd'hui qui était extraordinaire et impeccable sur le plan technique. Merci aux orateurs, merci aux personnalités. On a eu un plateau exceptionnel pendant 2 jours. Jan, het was een fantastisch congres, meer dan 2000 deelnemers. Ook aan Nederlandstalige kant bijzonder geanimeerde debatten met heel hoge persoonlijkheden die aanwezig waren. En we komen graag terug. Allez, donc, et merci à vous, les auditeurs, les professionnels, les confrères. Vous savez que le forum, c'est une grande famille. On est là pour vous aider, pour s'entraider, pour échanger, pour partager. Et nous l'avons fait pendant 2 jours. C'était trop chouette. Et pour finir, le petit cadeau, on vous donne le replay jusqu'à la Saint-Nicolas. C'était pas prévu, mais on le fait quand même. Allez, à très bientôt.